While doing research on literature in Morocco, Emma Ramadan decided to partner with Words Without Borders to translate texts from 10 authors never published in English, among them Ahmed Bouanani, one of the contributors to the important journal Souffle. Founded by Abdelatif Labi, Souffle acted as a platform for artists and intellectuals opposing colonial rule in the 1960s. The journal celebrates the 50th anniversary of its creation this year. Canapé sits down with Ramadan, who helps us remember Labi. I want to convey the blood that is still pooled in the realm of childhood and the thousand seasons cracked, stacked with the flesh color of pale dawns and of images where we endlessly shatter ourselves, and cross the threshold of memory through the louvered shutters, one sole time, one last time, in order to keep intact the inhuman eternity where we were those little poorly dressed kings, the cruel cowboys, and the Comanche without mustangs, and unleash the dark storms of androgynous princesses with hands of faded satin all along our white lanes, all along our famed legends, deprived of impossible fruits, and drown in the 7 oceans our distress with this damned galaxy that no longer knows how to dream. The project with Words Without Borders started because I was on my Fulbright in Morocco and I was translating Ahmed Bouanani, who was part of Souffle at the beginning. But I was reading all of this work and there's so little translation being done of any authors in Morocco, from French, from Arabic, from Darija, from Amazigh, from any language. And it just seemed like a shame for me to be there and to be working in translation and working in literature and to not do anything more with it than just translate one author. So I reached out to Words Without Borders and Susan Harris, who is the editor there, and asked if I could edit an issue for them of 10 Moroccan writers who had never had a full work translated into English before. And she was really happy for me to do it, and so I spent the next 6 months or so while I was still in Morocco reading as much as I could and talking to as many people as I could and finding voices that spoke to me and that I thought would translate well into English. It feels sometimes like there's so little translated from Morocco that you kind of keep getting the same voice over and over. I was trying to get people who were all writing different things in different ways in different languages. Experimental poetry, and then combative poetry, and then pretty straightforward short stories. Souffle, for me, I think is probably the most important place to start if you're interested in Moroccan literature at all. I think that's sort of where modern or contemporary Moroccan literature started. In the late 60s, a group of intellectuals, Francophone intellectuals mostly, during the Les Années de Plomb, the lead years, didn't really see ways to write or to be published. So this group of intellectuals decided, a way to fight against the politics in Morocco and a way to fight back is through poetry. And the poésie de combat, this poetry as combat and poetry as uprising. And so this sort of new experimental writing was born out of this literary journal that was published for, I want to say 7 years, until it was forcibly shut down and many of the members were imprisoned and tortured and by the government of the time. And so it was sort of this response to when Morocco became independent, a lot of the liberties that had been promised that would come along with that didn't happen. And so the only way these intellectuals sought to fight back was through writing and art and culture. Ahmed Bouanani was a part of the very beginning, not really so much involved later in the end, but what he was really attached to in Souffle was that they were really interested in archiving Moroccan traditions and these sort of aspects of Moroccan culture that nobody was paying attention to, the patrimoine and all of the heritage that was sort of suppressed by French colonialists, and then that the new Moroccan government didn't want to come out. They wanted to keep a control over the Moroccan people, and so there was no really room for nationalism. And so the members of Souffle were sort of plumbing the depths of Moroccan culture to bring these traditions back and give people something to
unite over and bond over. Enfin, moi, je pense que ce que j'écris a une relation presque ombilicale avec le Maroc, sa culture, son imaginaire. Mais je fais partie de ces écrivains qui sont, je pourrais dire, des écrivains mutants. Parce qu'ils ont nomadisé, ils se sont déplacés, ils ont intégré à leur imaginaire d'autres traditions culturelles et par conséquent, tout cela agit finalement sur le travail de l'écrivain et sur son imaginaire. Donc si pour moi le Maroc est une source primordiale, ou dans le sens fort du terme, je crois qu'on ne peut pas limiter le travail qui est le mien à cette dimension-là. Et j'estime de toutes les manières qu'une œuvre littéraire ne prend tout son sens que dans la mesure où elle s'inscrit dans une démarche de l'universel. Je pourrais très simplement dire que ce qui fait l'originalité de la littérature et donc de la culture maghrébine, c'est le fait qu'elle puise dans plusieurs traditions culturelles et dans plusieurs imaginaires. Eh bien, être marocain, ça veut dire quoi? C'est être à la fois africain, et parce que la culture marocaine repose sur le socle de l'imaginaire africain, c'est être méditerranéen, c'est être arabo-musulman, c'est être berbère ou amazigh, c'est être juif aussi, la culture judaïque a eu une importance considérable dans les pays du Maghreb, c'est être aussi occidental, ce qu'on oublie parfois. Donc c'est un petit peu la synthèse originale de toutes ces traditions culturelles et en même temps, il ne s'agit pas simplement d'une synthèse, il faut faire évoluer toutes ces traditions et les insérer dans une dynamique de la modernité. Je peux dire que je suis un écrivain indiscipliné. Je suis quelqu'un qui a horreur des prisons, qui n'aime pas les prisons. Et pour moi, s'enfermer dans le genre littéraire unique est une forme de prison. Donc, personnellement, je visite tous les sites littéraires, sans exception, avec une prédilection, c'est vrai, pour la poésie. Parce que j'estime que la poésie a été, même dans l'histoire des littératures, a été le laboratoire de la littérature. C'est là où la langue évolue, se remet en cause. Pour moi, la poésie est un véritable laboratoire. Et c'est pour cela que je reste d'abord un poète, même si je fais des incursions dans le domaine du théâtre, du roman, de la littérature pour enfants, etc. Si nous écrivons, c'est par respect pour le pacte d'honneur que nous avons signé avec nous-mêmes dès notre réveil à la conscience. C'est par fidélité au rêve éblouissant qui nous a visités, celui d'une humanité réconciliée, fraternelle, semeuse d'amour, source de beauté, messagère d'espérance. For Sanba Zhao, Haitian roots music is all about history and community. His latest collaboration, Lakou Musique, is no exception. The Creole word Lakou means gathering place or home. Their debut album, Wadiyu, is now available.
marche coudé, pas les pas qui marchent à la balada, tous les pas qui marchent goïndé, pas les pas qui marchent à la balada, tous les pas qui marchent goïndé, pas les pas qui marchent à la balada, tous les pas qui marchent goïndé, pas les pas qui marchent à la balada, tous les pas qui marchent goûter, pas les pas qui marchent à la balada, tous les pas qui marchent goûter, pas les pas qui marchent à la balada, tous les pas qui marchent goûter. Vous ne protégez pas. Là, c'est pour chaque affaire. Pour les accords, ça a mené. Chaque affaire, c'est New York. Pour nous protéger, toute manière, pour nous protéger, pour nous protéger, pour nous protéger, toute manière, pour nous protéger. Pour nous protéger, tout le monde
Novelist Mélis de Kerangal is renowned as a writer and publisher. She self-published her first novel, Je marche sous un ciel de traîne, in 2000, and has since contributed to the journal Un culte collectif. Her innovative and playful prose style has led to critical acclaim. While in New York, we had the opportunity to meet Mélis and discuss her work. Lampedusa, c'est un mot qui a envahi l'espace public, notamment, alors depuis une vingtaine d'années, il y a ces naufrages qui se produisent aux alentours de l'île, à peu près ça commence début des années 90, et puis ça s'est énormément intensifié. Et en fait, ce mot, moi dans ce livre, à ce stade de la nuit, j'essaye de lui redonner, de le réinvestir, en fait de faire une espèce d'archéologie de ce nom et de montrer que quand on entend le nom de Lampedusa, qu'est-ce qu'on a entendu, qu'est-ce qu'on entendra, etc. Parce qu'en fait, quand les noms propres saturent l'espace public, finalement il y a une espèce d'effet Larsen, on les entend plus bien. Et parfois, ils sont aussi présents que la réalité qu'ils doivent porter, enfin, leur quotient de réel est faible. C'est-à-dire que Lampedusa, c'est aussi quelque chose de très... Ça peut être quelque chose de très flou. Beaucoup de gens ne savent même pas où c'est vraiment. On ne sait pas vraiment ce que c'est que cette île. On sait quand même que c'est une île, mais, parce qu'on sait qu'il y a la mer puisqu'il y a des naufrages, mais il y a quelque chose d'un peu flou. Et cela est contradictoire avec la façon dont le nom est très très présent, je trouve, dans l'espace public. Et c'est vrai que dans ce livre, j'avais envie de rester sur l'idée de la voix et d'essayer de voir ce qu'on entend en fait. Qu'est-ce qu'on entend ? Qu'est-ce que moi j'entends quand j'entends Lampedusa ? Et donc, je fais un peu migrer ce nom dans des matières d'imaginaire, c'est un nom de cinéma, c'est un nom de littérature, c'est le nom de certains souvenirs qui étaient les miens. Mais ce qui est sûr, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est qu'aujourd'hui, cette culture a vidé ce nom et c'est maintenant le nom de la tragédie européenne. C'est-à-dire que ça n'est plus que ça. Quand on entend Lampedusa, plus personne ne se dit c'est un nom de cinéma, c'est un nom de littérature, etc. C'est d'abord et avant tout un lieu tragique. Et j'ai voulu faire un peu la migration, l'histoire de ce nom, comment on le vide de son sens et comment il est investi par une autre réalité, qui est la réalité contemporaine, qui est celle des naufrages. Réinvestir le réel, c'est déjà une tâche politique pour l'écrivain, de le réinvestir, et de le réinvestir évidemment par le langage. La description, pour ça, pour moi, je me dis toujours, si les choses sont bien décrites, de manière directe, frontale et surtout sans commentaire, le texte, il est en soi, il est politique. La description induit un regard, induit une position, induit une place dans le monde, et c'est par cette place-là qu'il peut y avoir l'instauration d'un discours qui puisse être critique sur la société d'aujourd'hui. This May, a new restoration of Jean-Luc Godard's classic film Band of Outsiders will be showing at Film Forum in New York. In honor of this event, Canapé revisits an interview with the star of the film, Anna Karina. The story about Bande à Pas is free outsiders, it's free youngsters like you have Claude Brasseur, Sami Frey, and me. And it's kind of a small gangster film, but I think it's it's a quite funny film too, and it's full of emotion, and it's one of my favorite. And I'm so happy that they're going to release it again here in New York. It's wonderful that the old guys who saw the film a long time ago still like it. And it's wonderful too that young people still like it, like in Japan, like in Paris, and all over the world. And I think that's beautiful. I mean, it's a great gift. And I think, well, it's an honor
for everybody. It means that we didn't do it for nothing. Jean-Luc, we said, well, after, you know, the little soldier, a woman is a woman, and so we said we have to find something different because we wanted to make a very special part every time. I mean, something very different. So we kind of said, well, she should be a little bit, you know, how do you say, a little bit sick, but not that sick, you know, but a little bit fragile. I worked with a lot of great directors, like Luchino Visconti, like George Cukor, like Fassbinder, like Jacques Rivette, like just to name a few. But of course, Jean-Luc Godard is what I have dearest because also he was my husband. And he taught me everything, and it was like I was very young, and I learned a lot, and it was a big love story. So, of course, that's my very dearest souvenir. This year's Tribeca Film Festival showcased As I Open My Eyes, the first film of Tunisian filmmaker Leila Bouzid. It tells a story of a group of musicians confronting surveillance and oppression under Ben Ali. We had the opportunity to meet the actress Baya Medafar, who plays the lead role. She told us of the similarities between the Ben Ali regime and today's regime that has been toughening the rules against youth and artists in Tunisia. Dans le film, vu que il est inscrit justement dans un élan comme ça qui se veut universel, où il y a une histoire d'amour, où il y a une relation mère-fille, voilà. Donc du coup, le contexte ressort et est représenté à travers ces relations-là. Donc on arrive à comprendre ces relations-là, à s'identifier, vu que c'est des relations universelles que tout le monde vit et que tout le monde a connues normalement. Le contexte, il est comme en filigrane en fait, il passe avec ça. Et c'est ça qui, je pense, c'est une des plus grandes qualités du film, et c'est ce qu'elle a voulu faire dès le début, et ça, je pense que ça marche. Et c'est vrai qu'on a montré le film un peu partout dans le monde. À Toronto, par exemple, les gens ont tout compris, quoi. Enfin, les gens qui n'ont absolument rien à voir avec la Tunisie, qui ne connaissent même pas la Tunisie, ils ne savaient même pas, même avec la Révolution et tout ça. Donc c'était drôle de voir que ces gens-là se retrouvent impliqués à défendre et à parler comme ça, avec une fougue, une passion qui justement existe dans le film. Et voilà. Donc oui, le film est assez ouvert, accessible pour comprendre ce qu'est la Tunisie sous Ben Ali et maintenant aussi malheureusement. Dans le film, c'est une des caractéristiques du régime de Ben Ali, je pense justement d'être dans cette espèce d'état d'urgence qui va de soi, où en fait on est surveillé, on est traqué, enfin voilà, c'est un étouffement qui a fait que ça explose en fait. Là, ce qui se passe en Tunisie, c'est encore plus grave que dans le film, parce que dans le film, il n'y avait pas l'état d'urgence, mais il était inclus en fait, il était compris dans l'atmosphère de 2010 parce qu'il y avait des flics partout, ce qui est encore le cas, mais maintenant c'est plus ou moins assumé, en tout cas c'est dit. Voilà, pas qu'il y ait des flics partout, mais justement l'état d'urgence excuse plein de choses. Enfin, on en profite surtout pour faire des choses qui n'ont absolument rien à voir avec la lutte contre le terrorisme, qui est l'objectif numéro 1 de l'État apparemment, mais qui ne l'est pas du tout en fait. Voilà. Donc l'état d'urgence, c'est aussi un prétexte, comme tout ce qui est en train de se passer. Tout est prétexte en fait. Tout est prétexte pour avoir plus d'emprise, plus de contrôle sur les gens. On a dans notre histoire un passé chargé de fascisme et de dictature, tout ça. Donc je pense que
sans forcément regarder ce qui se passe à l'international, mais on ne peut pas non plus s'empêcher de voir ce qui se passe à l'international. En revenant même dans notre histoire, on voit qu'il y a exactement la même chose qui est en train de se passer. Enfin, Ben Ali a dit, en gros, je vais vous protéger contre le terrorisme, et c'est sur cette base-là qu'il a installé sa dictature. Et là, c'est vraiment, vraiment exactement la même chose. Toute la pratique artistique maintenant se fait dans cette limite-là, et c'est une espèce de bras de fer. On danse avec cette limite-là pour justement essayer de la repousser, et c'est ce que les gens sont en train de faire, les rappeurs, ceux qui font je sais pas, les chanteurs, les cinéastes, les peintres, les photographes. C'est réellement un bras de fer, et qu'il y a des choses qui sont en train de se faire maintenant, qui sont en train d'être réprimées, qui sont en train d'être arrêtées, mais qui sont quand même en train de se faire. Good day.